En direct de l'atmosphère, l'atmosphère qui, comme toutes les tavernes, est un lieu de complot. C'est pour ça que dans notre rubrique complot judéo-maçonnique, on reçoit aujourd'hui le représentant d'une association qui a 40 ans. Voilà, exactement. Alors, présente qui? Mais qui êtes-vous, grand maître, comme disait Colaro dans La vie des sectes? Alors, je me prénomme Daniel, Ouais. et je suis le responsable, le président de cette association qui, effectivement, fête ses 40 ans cette année. Donc, c'est une association qui est née à Port-Vendre, Ouais. qui était installée dans un vieux bâtiment aux pierres anciennes, Ouais. et qui était situé rue de la Liberté et à l'angle de la place de la Liberté. Et ce qui est intéressant, c'est L'angle. Oui, à l'angle de la place de la Liberté, de la rue de la Liberté. Et ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté de la place de la Liberté, il y avait la rue de la Légalité. Ouais. Et un peu plus loin, toujours parallèle, la rue de la Fraternité. Donc on retrouvait les devises de la République. On Liberté, était dans le triangle égalité. républicain, si Voilà, tu veux. exactement. Voilà. Et donc, pour notre association, évidemment, c'était très porteur, d'autant plus qu'on était en fait une association maçonnique, c'est-à-dire ce qu'on appelle une loge maçonnique. Voilà. Alors, la loge s'appelle comme la première partie. Elle est parfaite, en fait, si j'ose dire, puisque elle s'appelle Pyrène, et elle est orientale, puisque c'est le Grand Orient, Oui. l'obédience. Quand même bien fait, hein. Tout à fait, exactement. Alors, on va faire un flashback rapide pour dire la différence de la Grand Orient. C'est une loge souveraine française, contrairement à la GNF. J'aime bien dire du mal. Je dirais l'inverse quand je serai avec la GNF, évidemment. Bien sûr. Donc en fait, en France, il y a plusieurs obédiences. Il y a le Grand Orient, qu'on vient de citer. Il y a la Grande Loge nationale française, mais il y en a d'autres. Oui. Il y en a beaucoup d'autres. En France, on a beaucoup d'obédiences, contrairement en Angleterre, où il n'y en a que deux. Voilà. Hein. Aux États-Unis, il y en a un peu plus. En fait, la France a beaucoup d'obédiences. Voilà. Donc, les plus importantes, c'est la Grande Loge. Il y a même des loges sauvages, Tout à fait. parce que ça veut dire qu'il y a des loges Tout à fait. d'élevage. En fait, l'obédience est une fédération de loges. D'accord. Donc, il y a les loges sauvages qui peuvent être seules ou par petits ou groupées par un petit nombre, je dirais. Et sinon, pour les obédiences, la plus importante, effectivement, c'est l'obédience du GODF, Ouais. Grand Orient de France. Ensuite, 1783, je dis ça parce qu'on a fêté les 250 ans, Il y a effectivement, pas de la longtemps. création de l'appellation Grand Orient de France. Voilà. En fait, ça existe L'appellation. depuis- L'appellation, C'est ça comme un existe. vin ou un camembert, il y a une appellation. Oui, on peut dire ça comme ça. D'origine contrôlée, pour le coup. Oui. Et donc, il y a d'autres obédiences importantes, comme la Grande Loge de France, Ouais. la Grande Loge nationale de France, mais il y en a d'autres. J'ai pas Alors, je vous, peux par toutes les citer. exemple, vous êtes laïque. Exactement. Est-ce que c'est pas la seule, je demande, parce que Non, c'est pas la seule. c'est la première, en tout cas, à l'être. C'est la plus importante. Ce qui a fondé le schisme avec les Anglais, si j'ose dire. Tout à fait. Donc, on n'est pas reconnu par la Grande Loge d'Angleterre. Donc, c'est pas le prince Charles, enfin, désormais Charles III, qui était le grand maître pour Je sais pas s'il veut moi- prendre ces fonctions-là ou pas, si on va lui proposer. C'est le Non, prince de je- Galles ça. qui, historiquement, reprend le... Je parle pas du costume prince de Galles, qui n'a strictement rien à voir, encore que... Oui. On se posait une question. Voilà. Enfin, revenons à nos moutons. Arrête de t'interrompre, c'est vraiment désagréable. Donc, 40 ans, donc ici, il y a une histoire qui date du XVIIIe siècle Tout à fait. de la franc-maçonnerie d'une part et du Grand Orient en particulier. Alors, est-ce que vous avez 40 ans, mais qui vous a précédé dans les épisodes précédents? Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on est tout près de la place de l'Obélisque. Voilà, à À Port-Vendre. l'époque, voilà, à Port-Vendre, Voilà. bien sûr, on en revient à Port-Vendre. Et donc, cette place de l'Obélisque, on se pose la question, mais bon, son origine, d'où elle vient, etc. Donc, on s'est un petit peu renseigné, et puis du coup, on a appris qu'elle avait été construite par des francs-maçons. Nom de Dieu, si Eh j'ose oui. dire. Hein, voilà, les travaux ont commencé en 1779, donc à peu près 10 ans avant la Révolution française. Hein. Et donc, c'était le maréchal de Mailly Voilà. qui dirigeait tout Celui qui a construit le campus. Ah non, ça n'a rien à voir. Dans le campus Mailly, c'est ce qui est à l'université qu'on vient d'installer. Il a participé à, Voilà. oui, effectivement, à l'université, à la mettre
à la reconstruire en grande partie. Il a fait des jardins, en fait, il était très apprécié des idylles de l'époque. Et donc, il était tombé amoureux de la région et il a fait beaucoup de dons. Et il était très apprécié donc des idylles, encore une fois, de Perpignan et autres. Et donc, il a tombé amoureux de la région. Et auparavant, Vauban était venu dans la région et avait trouvé que Port-Vendre était idéal pour faire un port. Mais avant plutôt, von Rundstedt. Voilà, mais plutôt un port militaire. Hein. Voilà. Mais il ne s'est rien passé. Et puis de Mailly, donc, a repris l'idée. Il est venu voir les lieux plusieurs fois. Et effectivement, il était très motivé. Donc il a cherché, il a bien des appuis, des financements, tout ça qu'il a trouvé progressivement. Et il lui fallait un architecte. Donc il a trouvé à l'époque le meilleur architecte, primé de partout, Charles de Vailly. Ah ben bravo. Hein, c'est juste pour faire une allitération en fait. À peu près. Et donc qui a fait les plans. Ouais. Et à partir de là, ils ont donc créé une ville nouvelle. D'accord. Et cette ville nouvelle, c'était Port-Vendre, c'est devenu Port-Vendre. Pourquoi ? Parce que avant les travaux, c'était en fait un lieu-dit. Il y avait quelques maisons de pêcheurs. Oui, il y avait quand même... Au début des travaux, il y avait 88 habitants. Ouais. Ah donc, oui. On ne peut pas dire que ce soit même pas un village, un lieu-dit, quoi. Ah d'accord. Et qui était sous la tutelle de Collioure. D'accord. Donc les travaux ont commencé en 80. C'est pour ça l'arrogance du maire de Collioure quand il rencontre Grégory Marty, ou ça n'a rien à voir? Alors, je viens tout inventer. Je ne suis pas au courant. Non, je viens tout inventer. Je ne suis pas au courant s'ils s'entendent bien ou pas. Hein. Je crois que non. C'est possible, je n'en sais rien. Pour les raisons qu'on vient de dire, qu'ils ignorent eux-mêmes. Voilà, donc on a trouvé que c'était intéressant de faire une conférence. En même temps, c'était nos 40 ans, on voulait les fêter. Donc tu fais une conférence samedi qui vient. Exactement, le 3 juin, c'est vrai, rappeler la date, le 3 juin, à 17h, à la salle Vauban, au ciné-théâtre de Vauban. Comme quoi, il y a une espèce de logique. Oui, alors en plus, ce qui est intéressant, c'est que cette année, c'est le bicentenaire de l'indépendance administrative de Port-Vendre. Donc, on ne le savait pas, on l'a découvert en allant voir le maire pour lui proposer une autre conférence. Ouais. C'est parfait, ça s'inscrit dans ce qu'on fait depuis de avril à septembre. Ils vont faire des journées commémoratives qui vont échelonner sur cette période. Alors, il le fait d'autant que le grand problème du maire de Port-Vendre et des maires de Port-Vendre en général, je le sais d'autant que j'étais pas, il n'y a pas longtemps à Port-Vendre. Oui. Sur le Miguel Caldentes, la goélette, c'est que il décide de rien à Port-Vendre à peu de choses près, notamment pour le port. C'est la CCI et le département, et lui, il n'a pas la haute main dessus. C'est vrai ce qu'il nous a dit, oui, effectivement. Et il le vit comme un drame. Il a tenté, et il a réussi d'ailleurs à être conseiller départemental, mais comme il n'est pas dans la majorité, bon bah, il n'est pas plus avancé, quoi. Oui, donc il n'aura pas une aide importante, ni financière, ni autre. Voilà. Mais donc on va faire cette conférence, donc en même temps ça rentre dans le cadre de ces journées commémoratives et en même temps pour nos 40 ans, nous ça nous fait un plus et puis on a décidé aussi, parce que les loges maçonniques sont plutôt discrètes, elles ne sont pas secrètes. Oui, discrètes, voilà. Et on s'est dit pour l'occasion, si on se faisait un petit peu connaître. Alors, sans excès, mais se faisant un peu connaître, pour dire à ça, voilà, Port-Vendre héberge une loge maçonnique. Qui est relativement ouverte, je dirais. Et donc, on va faire cette conférence. J'en connaissais une autre où était mon père, c'était Saint-Ex, qui avait son temple en haut, d'ailleurs. Enfin, ceci est une autre histoire, où il y avait des rats qui galopaient. Mais là encore... Oula. Oui, parce que ça coûte cher, les temples, mon bon monsieur. Oui, il faut les entretenir. Il faut les entretenir, voilà. Alors, pour revenir à Pirenne, Port-Vendre a une histoire maçonnique propre, et c'est un peu le buvard, la loge Pirenne est le buvard mémoriel de cette histoire maçonnique, et je pense par exemple à la commune et au retour des communards. Aussi, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Vous voyez, à Port-Vendre, les communards sont revenus à Port-Vendre. Et il y avait beaucoup de frères et de frères du Géo. Oui, et des futures sœurs même. Voilà. Louise Michel n'est pas revenue parce qu'elle y est restée, il me semble. Il y en a une qui est revenue, si c'est pas. Il y en a une qui est revenue quand même. Voilà. Le nom ne me revient pas en mémoire, mais il y en a une qui est revenue. Donc il y a une histoire assez fascinante de la liberté de penser, puisque le Géo, c'est aussi la liberté de penser. Liberté absolue de conscience, effectivement. Voilà. Effectivement. Et donc la laïcité s'est baignée dans les eaux portvendraises. Aussi. Voilà. Justement, là, tant que j'y suis,
Tu crois encore, toi, à la laïcité, Daniel? Absolument, bien sûr. Mais pourquoi? Et parce que c'est ma liberté de croire en Dieu et de te l'imposer dans l'espace public. Non, justement. Alors là, j'ai pas eu le temps parce que tu me réveilles de ma cible, mais d'habitude, je dors en soutane. Oui. Mais voilà pourquoi tu es contre que je me balade en soutane, que je mette un crucifix ou un croissant au petit déjeuner. Mais en fait, la laïcité, c'est le fait de pouvoir avoir ses propres opinions, de croire ou pas croire, et de séparer la partie, disons, croyance, du culte, de la partie républicaine, si je puis dire, de la direction d'un État. Et les gens peuvent choisir, et effectivement, dans l'espace public, on n'est pas libre de tout faire. Hein, alors il y a l'espace public, mais il y a aussi l'espace républicain. Dans une mairie, par exemple, il y en a qui mettent des sapins de Noël, c'est pas laïque du tout. Ah bon? Ben non, le sapin de Noël, c'est catholique, c'est chrétien. Ah non, c'est un vieux culte qui a été récupéré via de Santa Claus, alors Santa Claus lui-même étant une figure païenne, je le sais, parce que j'étais au culte d'Odin hier, et enfin bon, bref. Parce que le nouvel an, auparavant, c'était fin mars. Début mars, pardon. Oui, c'était les ides de mars, voilà, comme on dit. D'ailleurs, ce qui est intéressant, pour bien voir ce côté-là, c'est l'appellation des mois. Quand on arrive au mois de septembre, septembre, ça fait 7. Oui. Octobre, octo. Oui. Novembre, 9. Décembre, 10. Oui. Par contre, janvier, février, ça fait pas 11 et 12. En fait, toi, donc, c'est la suite. En fait, tu es un ancien païen qui veut se venger du culte chrétien. Pas du tout, mais effectivement, chacun chez soi en quelque sorte. Et Dieu pour tous, comme on rajoute au Grand Orient, un truc comme ça. Non, je dois me tromper. Moi, je suis postmoderne, il y a une espèce de mélange qui s'opère dans mon esprit. Non, au Grand Orient, on a le droit de croire ou de pas croire, il n'y a aucun problème, simplement, le Grand Orient ne se réfère pas à ce que d'autres obédiences appellent le grand architecte de l'univers. Voilà, quand on est initié, on jure sur quoi? On jure sur le... Parce que moi j'ai juré sur la Bible quand j'étais initié. Oui, alors dans les loges ouais. déistes, voilà. Hein, symboliques déistes, voilà. Effectivement, on jure souvent sur la Bible ou un équivalent, ouais. ou sur les évangiles de Saint Jean. Voilà. Au Grand Orient, on jure sur la constitution du Grand Orient. Qui ne sont pas celles d'Anderson. Partiellement. 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 Avant, on prenait un truc de pasteur quand même. Oui, mais bon, sur la partie qui n'est pas trop pastorale. Voilà. Il y a moins de moutons dedans. Voilà, exactement. Donc, toi qui ça fait longtemps que tu traînes là-dedans, si j'ose dire, on va parler de dichotomie entre l'idéal maçonnique du Grand Orient et la société telle qu'elle est devenue. T'en penses quoi? Oula, j'aurais pas les choses comme ça. La façon de voir les choses, pour moi... Parce que moi j'ai baigné dans un milieu maçonnique sans le savoir, avant même que mon père fût initié, si j'ose dire. Oui. La société française, qui était républicaine, a baigné dans cet idéal-là. Et puis la société, qu'est-ce qui a déconné pour qu'on en arrive là? Tu vois ce que je veux dire? Et je parle pas que d'Instagram. Les francs-maçons, en général... Qu'est-ce que vous avez branlé pour qu'on en soit là, quoi? On fait des propositions. Ouais. On a une force de proposition, en fait, ouais, tout simplement. Hein. Et puis ensuite, les politiques l'utilisent ou pas, s'en servent ou pas. Et donc, au fil des... L'avortement, c'est vous, enfin la loi. Tout à fait, tout à fait. La loi qu'il y avait pour le don d'organes, c'est vous. Aussi, tout à fait. Voilà, et puis après, vous êtes endormis, il s'est passé quoi, les gars? Bah là, en ce moment, par exemple, on travaille entre autres, hein, sur la liberté de mourir dans la dignité. Oui, est-ce que vaudrait pas mieux travailler sur la liberté de vivre dans la dignité avant de mourir? Est-ce que vous ne mettez pas la charia avant la bœuf, comme on dit? La charia? Non, pas du tout, mais en fait, chaque époque a ses combats. D'accord. Et donc, si on regarde l'évolution du Grand Orient depuis sa création, depuis le début de la maçonnerie quasiment, on voit qu'il y a tous les combats qui ont été gagnés, la liberté d'expression, la liberté de la presse, c'est les francs-maçons. Oui, il y a une quantité... oui, mais maintenant il faudrait se battre à nouveau. Mais on se bat, mais... Alors comment? Le problème, c'est qu'en fait, en maçonnerie, c'est pas le temps court, c'est le temps long. Oui. Donc quand on discute de certaines choses en loge, ça prend un certain temps, et quand c'est mûr en quelque sorte, que ça arrive dans la société, il peut se passer 50 ans ou 30 ans. Ouais. Hein, donc, oui, mais si on n'est pas islandais
Highlander ou un vampire, on a l'impression d'user sa jeunesse. Ouais, oui, il faut pas être pressé. C'est comme tout. Donc, et est-ce que c'est pas un manque de réactivité? Je te taquine, Daniel. Oui, je me permets. Je vois bien. Est-ce qu'il n'y a pas des urgences qu'il faudrait combler les trous par rapport au temps long, mettre les doigts dans une société qui prend. Je demande, hein, moi. Oui, tout à fait, mais il faut pas voir la maçonnerie et les obédiences en particulier comme étant quelque chose de directif. En fait, chaque loge est indépendante. Ouais. Donc chaque loge travaille sur les thèmes qu'elle a envie de travailler. Ouais. Certains thèmes sont transversales à l'ensemble des loges pour une obédience donnée. Hein. Et donc ces différents travaux remontent ensuite par étapes. Première synthèse, deuxième synthèse, et arrivent ensuite tout jusqu'à Paris. En quelque sorte. Et ensuite, c'est transmis de façon plus ou moins directe ou indirecte. Voilà. Alors, Pirenne travaille sur quoi en ce moment? Pirenne, en ce moment. Un vaccin On n'a pas de docteur. Voilà. On n'a pas de docteur chez nous. On a des historiens, mais on n'a pas de docteur. C'est les pires, les historiens. Ouais, on peut avoir des philosophes. On peut avoir et toi, tu es quoi J'en connais d'autres qui sont historiens. Je dirais pas qui. Mais toi, ta formation intellectuelle à la base, tu viens d'où à pied? Même en voiture, même en vélo d'ailleurs aussi. Voilà. Mais moi, je suis chimiste de formation. Mon Dieu. Oui, hein. J'ai connu un Lavoisier, enfin bon, il a mal tourné. J'ai perdu la tête. Voilà. Comme quoi, prendre des substances chimiques. Une grande perte. Voilà. C'était un frère d'ailleurs, Lavoisier, ou pas? Non, à ma connaissance, je crois pas. Ah ben, comme quoi. Parce que le grand complot. Alors bon, moi après, j'ai lu l'idée à Alexandre de faire ça, mais par ailleurs, oui, parce que du coup, ils ont en disant, mais non, c'est pas nous qui complotons, c'est les francs-maçons. Bien sûr. La preuve de la Révolution. Enfin bon, ceci est une autre histoire, comme disait Kipling, à notre frère, mais lui qui n'était pas au Grand Orient. Mais qui a fait un magnifique poème sur le Canigou, puisqu'il venait prendre les eaux à Vernet-les-Bains, on le sait peu. Ah, je sais pas ça. Eh ben oui. Il a fait un beau poème, très long d'ailleurs. Ah, tu sauras un homme, mon fils. Enfin, if, c'est une mauvaise traduction, parce que if, ce qui veut dire si, qui n'a rien à voir avec les baies des ifs chers aux Vikings, mais bien ça n'a rien à voir, qui est aussi une rune, si mes souvenirs sont exacts, comme quoi on peut faire tout, et ça peut même récurer l'émail, sif, mais c'est pas avec le même ordre. C'est pas le même. Alors, comme quoi on peut faire beaucoup de choses avec Minimir, mais ça fait le maximum. Revenons à Pirenne. C'est quoi l'ambition de Pirenne après 40 ans? Il n'y a pas de. À part mourir dans la dignité. Il n'y a pas d'ambition particulière. On a des frères qui arrivent, qui sont des gens qui sont donc initiés, qui viennent des frères ou des sœurs d'ailleurs, qui font un parcours dans notre loge ou dans une autre loge, ou qui changent de loge pour différentes raisons, déménagement, changement de métier, etc., etc. On a des frères ou des sœurs qui décèdent, d'autres arrivent, il y a un flux continu, si je peux dire. Enfin, c'est le but en tout cas, et donc les valeurs de la franc-maçonnerie sont transmises au fur et à mesure, et voilà. Tout simplement, et donc le but d'un franc-maçon, c'est d'influencer son environnement. C'est une influenceuse. C'est simplement. Pourquoi la loge n'est pas à Dubaï, du coup? Là, je sais pas. Il y en a peut-être, hein, il y en a peut-être. Je suis pas sûr. Mais donc c'est une influence douce en quelque sorte. Un soft power, comme on dit en portugais. Tout à fait. Les francs-maçons aiment les gens. Ouais. Sous la Troisième République, c'était pas si doux que ça. Oui, mais enfin, oui, c'est vrai que là, on avait le tiers de l'Assemblée qui était maçonne, si je puis dire, de conseil de francs-maçons. La loi de 1905 n'est pas là par hasard. Exactement. Nous devons plus que la lumière, comme dirait EDF. C'est un frère? Non, je plaisante. Pourquoi la maçonnerie, apparemment, contrairement à ce qu'on lui prête avec les Illuminati, non, mais c'est parce que franc-maçon et Illuminati, mais oui, non, mais vous n'êtes pas complotiste, Daniel. Alors évidemment, ça ne vous passe par l'esprit. A perdu de sa superbe, c'est-à-dire de son influence. Il semble. Mais, oui, tout à fait. Parce que particulièrement le Grand Orient. Pour un peu, je vous en voudrais. Parce que moi, j'aimais bien la douce influence
de la franc-maçonnerie. Il y a des caricatures qui disent que l'influence des francs-maçons à l'heure actuelle, c'est une fois par an, quand les grands maîtres des obédiences viennent offrir leurs vœux au président de la République. Ouais. Et voilà. Même pas vrai, si, non, un peu. Non, oui, c'est une boutade. T'es pas invité au garden party, tu peux pas le savoir. Du tout. D'accord. Mais intellectuellement, moi je trouve que dans un temps de trouble, il reviendrait au Grand Orient une certaine légitimité d'être vigie, voire de phare, puisqu'on est à Port-Vendre. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que la discrétion vous tue pas finalement au finish? En fait, à part Alain Bauer, je veux dire, qui... Oui, qui lui parle cash. Voilà, tu vois. On est d'accord. En fait, les francs-maçons font pas... Enfin, le franc-maçon peut faire de la politique, mais les loges et les obédiences ne font pas de politique, au sens classique du terme, j'entends. Donc, venir défendre telle ou telle chose, sans que ça soit de la politique, c'est des fois juste à la limite. Le train de fret, par exemple. Voilà, donc... non, je sais pas. Donc, mais tout est politique, camarade. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je parle de la politique classique. Oui, voilà. Partisane, tu vois. Voilà, exactement. Partisane. Politique, mais à partisan. Voilà. Oui, non, mais voilà, il faut replacer les mots dans l'ordre, si je veux dire. Dans le contexte, tout à fait. Donc, effectivement, on reste discret. Il faut dire aussi que pendant l'occupation, Pétain n'a pas aidé. En faisant publier la liste de tous les francs-maçons. Le maréchal, pas l'homme de Verdun, tu veux dire? Oui, le maréchal, si on peut encore l'appeler maréchal. Et donc, s'il mérite encore ce titre. Oui, on peut l'appeler maréchal. Et donc, Le Pen, des fois même. Il a fait publier donc la liste des francs-maçons de son époque, avec interdiction pour les francs-maçons qui travaillent dans le service public d'exercer, donc ils se retrouvent à la rue. Il y a plus d'un millier de francs-maçons qui sont morts dans les camps ou dans la résistance aussi, bien sûr. Et donc, depuis cette époque-là, la franc-maçonnerie a été divisée par 3 ou 4. Ouais. Ah oui. Au moins pour le Grand Orient. Le siège du Grand Orient était occupé par la SS. La première chose qu'ils ont fait en arrivant à Paris, en prenant Paris. Si c'est pas de l'humour. Récupérer toutes les archives et les emmener en Allemagne. Qui elles-mêmes ont été récupérées par les Russes après. Oui. Et du coup, pour que les Russes rendent des trucs, c'est compliqué. Moi, je vois le Donbass. J'ai demandé à récupérer un truc. Il n'y a pas moyen. Voilà, donc ceci explique un peu cela. Donc je pense que si on est un peu... Et vous les avez récupérés à la fin, vos archives? On pense qu'on n'a pas tout récupéré. Oui, bien sûr. Moi, je les ai consultés au KGB. On apprend des choses. Hein. Oui, il en reste. Il paraît qu'il en reste. Ouais. Voilà. Sinon, à Paris, il y a un musée magnifique, mais qui n'est pas que du Grand Orient. Le musée de la franc-maçonnerie. Oui, voilà. Oui, il fait partie il est dans le bâtiment du siège, quasiment du siège du Grand Orient de France. Oui, il y a un peu un lien. Oui, on peut dire ça, largement. Et donc, ce musée fait des expositions. Il est maintenant déclaré musée de France, ce qui n'était pas le cas au début. Alors, c'est un statut qui veut dire quoi? Oui, c'est un statut. Vous êtes d'utilité publique, c'est ça? Oui, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais il fait partie des musées de France. Voilà. Il y a l'appellation, en tout cas. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Ouais. Donc, c'est relativement récent. Et donc, il y a des expositions qui sont une partie qui est permanente, comme souvent dans les musées, et une partie qui change tous les... En ce moment, il y a quoi? Moi, j'ai vu une magnifique expo Corto Maltese il y a quelques années. Je l'ai vu aussi, c'était très bien. Voilà, il y a un très beau catalogue d'ailleurs qui est dans ma bibliothèque. Oui. Mais ça fait longtemps que je n'y suis pas allé, donc je ne peux pas répondre de ce qui se passe on ne sait pas. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que Pirenne construise un mini-musée de la franc-maçonnerie du Grand Orient à Port-Vendre? Non, je pense pas. Non, la discrétion. T'aimes bien être discret, toi, Daniel. Non, c'est pas ça. Je pense pas qu'on en ait les moyens. Financiers ou les artefacts historiques. Et à la fois les objets qu'on pourrait montrer. Ceci dit, la plupart du temps, dans les loges, il y a toujours très souvent une vitrine avec des éléments qui ont appartenu à des frères, des objets, des sautoirs, des décors, etc., qui sont exposés dans les vitrines. Voilà. Donc on a chaque temple a souvent son petit musée. Voilà, en tout cas, oui, mais enfin, s'il faut se faire initier pour vous visiter... Non, pas forcément, parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle des tenues blanches ouvertes. Et dans ce cas-là, elle est ouverte au public. Et c'est le seul cas où un temple peut être ouvert au public, c'est quand il y a une tenue blanche ouverte.
Donc il y a des tenues blanches fermées, des tenues blanches ouvertes. Les tenues blanches fermées, la différence c'est que on invite un profane, en général quelqu'un compétent dans son domaine, qui vient nous faire un exposé. Donc c'est le seul qui ne soit pas maçon, donc on le reçoit, mais c'est réservé aux maçons pour l'écouter. D'accord. Avec discussion qui s'ensuit, etc. Après, dans les tenues blanches ouvertes, ce coup-ci ce sont des francs-maçons qui vont faire un exposé. Et dans ce cas-là, par contre, on peut inviter des profanes, comme nous on appelle des profanes, des gens de tous les jours. Oui, des profanes, c'est pas des profanateurs, non, puisque Tout à fait, pas confondre. Et donc on invite des gens avec nous pour nous rejoindre et découvrir une loge maçonnique et ce qui s'y passe en général finalement. Alors, comme c'est un peu la fin de l'interview, on rappelle qu'il y a une conférence ce samedi à la salle Mailly, qui n'est pas à Perpignan, qui est à Port-Vendre. Voilà. À quelle heure? Alors c'est à 17h à la salle Ciné-Théâtre Le Vauban. Ouais. À 17h à Port-Vendre. Et la thématique, à part les 40 ans? Alors la thématique, c'est la construction de Port-Vendre. Donc la ville nouvelle. Voilà, qui était à l'époque le centre des Lumières pour le Roussillon en fait. Comme c'est bien dit. L'apogée des Lumières pour le Roussillon à cette époque. Oui, et depuis on n'a pas retrouvé la prise. Daniel, merci beaucoup. Merci à toi.